Bonjour, bienvenue à bord de la planque, la pénichette du Poipoïdrome flottant, qui abrite le plateau TV de l'événement, qui se déroule le 10 juillet, c'est ça, 10 juillet à Saint-Sylvestre-sur-Lot. Donc nous sommes sur le Lot. Ça bouge un petit peu, mais ça reste une rivière calme. J'accueille aujourd'hui Anne Consoni, qui est doctorante à l'université Bordeaux-Montaigne, au laboratoire Artes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton travail de thèse? Ouais. J'essaye de penser la pratique artistique en regard à l'écosophie, d'essayer de penser comment aujourd'hui on peut faire de l'art et en prenant en compte les relations à la subjectivité, aux autres individus, donc les relations sociales, et au vivant, en faisant une enquête sur l'écologie de l'ortie. C'est l'écologie de l'ortie qui me permet en allant voir les relations que cette plante entretient, de soulever tous ces questionnements-là. D'accord. Donc c'est un peu, c'est un travail, c'est presque une métaphore, l'écologie de l'ortie? Ou c'est un modèle comme un autre à partir duquel tu penses les relations du vivant avec son environnement, son milieu? C'est plus un moyen de se recentrer en prenant un cas d'étude. D'accord. Donc tu t'intéresses au vivant et tu as participé avec Véronique Lamar au projet Poipoïdrome en proposant donc un ensemble de cires flottantes que vous avez appelé le Poipuff. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce travail de la cire? Oui. Alors, en fait, ça a démarré parce que du coup, dans ma recherche, je travaille un peu sur les graines. Et dans le projet des géorgiques, il y a un travail sur l'agriculture, parce que les géorgiques parlent de notre rapport à la terre. Et donc l'année dernière, pour la première session de recherche sur le Poipoïdrome flottant, on a rencontré Jean-Louis, qui est botaniste et qui nous a parlé d'hydrocorie. L'hydrocorie, c'est un mode de dispersion des graines. En fait, les graines ont plusieurs manières, enfin les plantes ont plusieurs manières de se reproduire. Et celles qui font des graines les disséminent de plusieurs manières. Et pour voyager de différentes manières, elles prennent une forme différente. Donc il y en a qui se dispersent par le vent, d'autres par les animaux, et donc elles ont des petits piquants, et certaines se déplacent dans l'eau. Et donc cette dispersion dans l'eau, elle s'appelle l'hydrocorie. Et pour ce faire, en fait, la graine a une petite enveloppe qui, au contact de l'eau, gonfle. Un petit peu comme les graines de chia qu'on connaît en cuisine. Oui, qu'on utilise par ses propriétés. Du coup, vous avez reproduit ces espèces de coques qui enveloppent les graines avec des cires d'abeilles. C'est de la cire naturelle? C'est de la cire naturelle. Et on a voulu réfléchir à ces formes-là. Et donc pour le moment, ça prend cette forme-ci, mais c'est une étape dans le travail ou une expérimentation. Alors, ce qui est intéressant avec la cire d'abeille, c'est que déjà c'est un matériau naturel. Il est en excédent parfois dans les ruches, donc c'est pas quelque chose qu'on leur a pris. Et c'est effectivement quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais la cire d'abeille flotte. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est un matériau en plus qui est très plastique, qui est facile à mettre en forme, qui n'a pas besoin d'un gros matériel aussi pour être mis en forme. Et du coup, vous êtes parti sur la forme de l'œuf, c'est ça votre idée du Poipuff? Oui. D'accord. Mais je pense que peut-être que au niveau de la forme, Véronique pourra en dire un peu plus. Mais ça fait la cire fait aussi écho au livre des géorgiques, dans lequel il y a un volet qui parle
l'apiculture. On en parlera On en parlera après, ouais. bien sûr. Céline pourra en parler. Tu as les clés, Anna? Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc ces cires, elles vont être disposées, dispersées, ou je sais pas, à l'embouchure du bord de Sioule. Du Boudouissou. Boudouissou, pardon, le bord de Sioule, c'est vers chez moi. À l'embouchure du Boudouissou. En fait, pour pouvoir les voir, il va falloir emprunter au niveau du ponton un petit pédalo qui pourra nous amener de l'autre côté de la rivière qui est quand même assez particulier comme espace parce qu'il est très différent de cette partie-là de la rivière. Et plus sauvage, un petit peu plus sauvage, non, il me semble. Ouais. Oui, il est moins transformé. Et moins, un petit peu. Moins de quai. Il y a moins de quai. Il n'y a pas de quai, en fait. C'est peut-être ça. Il n'y a pas de quai. Et on y trouvera les cires flottantes. Alors, ces cires flottantes, vous avez fait un test aussi le 17 janvier. Ici à Saint-Sylvestre-sur-Lot, comme une offrande à la rivière, enfin je sais pas si c'était une offrande à la rivière, mais en tout cas vous avez déjà testé la dispersion de ces graines sous cette forme-là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience Il y avait la poursuite du projet, pardon. Oui, pardon. Il y avait du coup 2 propositions à ce moment-là. Il y avait un peu une offrande qui était le travail de Céline, qui reprenait une œuvre. Mais... Ça, je peux en parler après. Si après. Et puis, avec Véronique, on a ramassé des graines du bord du Lot qu'on a placées dans des petits contenants comme ceci et qu'on a laissé se disperser dans l'eau. Mais voilà, c'était une première étape. Et vous envisagez peut-être de les suivre pour voir ce qu'elles deviennent, ou vous avez testé, je sais pas, de les garder à la même place quelque temps pour voir comment ça se transforme? En fait, pour préparer cet événement, ce rendez-vous-là, on a essayé de ramasser des graines du bord du Lot et de les semer dans les petits pots. C'est pas très, ça marche pas. Donc je pense que, et puis je sais pas trop si c'est une bonne idée finalement, parce que les graines qui se déplacent par l'eau, elles ont déjà de quoi se déplacer par l'eau. C'est le mucilage, c'est ça qui les fait flotter, ou je crois que c'est ça. À se transporter, oui. Mais ce qui était joli dans le terme que tu utilisais aussi, Anna, c'est que les premiers récipients que vous avez testés avec Véronique, ils étaient plus petits que ceux-là. Parce que c'était pas du tout la même technique que tu as utilisée pour mouler la cire. Ça peut-être que tu pourras en parler. Mais tu as utilisé le mot de diaspore aussi, que je trouvais joli, comme un véhicule pour que les graines. Donc il ne s'agit pas de mimer la coquille de la graine ou son bob ou son enveloppe, mais d'avoir un objet qui est un artefact et qui accompagne le mouvement de la graine. Donc là, il ne s'agit peut-être pas que ce soit efficace au niveau de la germinaison et de la suite, mais cette diaspore, elle est un peu comme une métaphore et elle accompagne métaphoriquement aussi un geste comme ça avec la graine qui va évoluer. Et ce que je trouve beau dans cette histoire aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose de nous qui va suivre la graine aussi. Et on sait que la cire, c'est pas un élément, c'est pas polluant, c'est un élément naturel. Donc peut-être qu'elle trouvera avec ce véhicule une façon de trouver sa place ailleurs et que les choses nous échappent. Je trouve ça aussi intéressant que les artistes proposent des choses où les choses elles échappent un petit peu. Oui. Je peux dire un mot du coup pour faire le lien avec ces offrandes le jour du 17 janvier. Donc un petit détail aussi, c'est que le 17 janvier, on avait choisi cette date pas par hasard, mais un clin d'œil à Robert Filliou, parce que pour Robert Filliou, la date du 17 janvier, c'est la date de l'anniversaire de l'art. Et donc, à cette occasion-là, on a fait 2 cadeaux. Un cadeau à Robert Filliou, sous forme de poèmes et de dessins, avec une artiste qui s'appelle Agnès Ross et un autre artiste qui s'appelle Pierre Timon. Et j'avais proposé de faire un cadeau à la rivière,
avec cette idée en arrière-plan que le cadeau, si on pense à ce que nous a transmis Marcel Mauss dans l'idée du don et du contre-don, c'est que quand on offre quelque chose à quelqu'un, on le reconnaît et on rentre dans une relation d'interdépendance, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir le cadeau, elle va se sentir obligée de le rendre. Donc c'est tout sauf l'indifférence en fait, le fait de faire un cadeau à quelqu'un. Et donc de faire ce cadeau à la rivière, c'était un geste de reconnaissance de ce qu'elle est et de considération qu'elle nous donne aussi beaucoup. Et qu'aujourd'hui, il faut peut-être envisager la rivière non pas seulement comme un endroit qu'on exploite, parce qu'actuellement on fait beaucoup plus que l'exploiter que accueillir et prendre en considération ce qu'elle est. On sait que sur le Lot, on l'exploite pour l'eau potable, on l'exploite pour l'irrigation, on l'exploite pour l'énergie, on l'exploite pour l'agro-industrie. Il y a toujours le mot exploitation, mais on a rarement à l'esprit le fait qu'en fait elle nous donne des choses aussi. Et donc ce geste, ce cadeau à la rivière, donc il était constitué de plusieurs choses. D'une part, d'une œuvre qu'un autre artiste avait conçue, qui s'appelle Joachim Mogara, qui est une œuvre qui s'appelle Le Bouquet Perpétuel et qui est une œuvre protocolaire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence physique, c'est un protocole que des gens peuvent activer. Et c'est une œuvre qui est conservée par le FRAC Nouvelle-Aquitaine et le FRAC nous a permis de l'activer ce jour-là. Donc moi, j'ai choisi d'activer cette œuvre avec des fleurs coupées, telles que l'indique le protocole, un récipient, en l'occurrence une assiette, une coupe en cire, qu'avait réalisé Véronique Lamarre quelques années avant. Et le protocole demande aussi que quelqu'un prenne soin du bouquet. Donc mon intention, ça a été d'offrir ce bouquet à la rivière pour que la rivière en prenne soin. Donc ce faisant, en offrant ce bouquet à la rivière, c'était une façon de la reconnaître en tant qu'entité. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de la reconnaître. Et ce qui était assez fort aussi quand on a offert ce bouquet, puisqu'on était ensemble sur le ponton, mais on avait fait des essais la veille, et la veille, ça circulait pas beaucoup, le bouquet restait sur place. Et bon, on s'est dit, on avait prévu des outils pour la pousser, enfin pour accompagner le mouvement vers l'aval, pour que le bouquet puisse suivre le mouvement de la rivière. Donc on avait anticipé un petit peu ces problèmes-là pour le jour J. Et le jour J, quand on a mis ce bouquet à l'eau, en fait il y a un mouvement comme qui s'est fait presque naturellement, comme si la rivière prenait ce bouquet. Et ensuite on a vu le bouquet partir au loin, donc vers l'horizon de notre rivière, le Lot. C'est ce travail des cires flottantes qu'avait déjà, ou des cires en rapport avec la rivière qu'avait déjà initié Véronique Lamarre dans le projet Bardot, c'est ça? Exactement. Qui a conduit à ces poi-puffs qu'on peut voir aujourd'hui, le 10 juillet. Exactement. En fait, ce qui est important de prendre en considération, c'est que il ne s'agit pas de créer à chaque fois une œuvre. En fait, on est dans un processus de recherche. C'est-à-dire qu'on est en train depuis 3 ans, donc depuis qu'on a commencé avec Bardot. Véronique, elle travaille avec la cire depuis bien plus longtemps. Donc ça fait vraiment partie des matériaux qu'elle utilise dans son travail plastique. Et dans le cadre de Bardot, donc c'est le projet artistique qu'on avait conçu avec Véronique Lamarre et avec Élie Girardot, qui est commissaire d'exposition et critique. On avait travaillé sur la rivière, et dans ce cadre, Véronique avait travaillé sur des objets flottants en cire. Et voilà, donc du coup, en poursuivant nos collaborations, Véronique a exploré d'autres façons d'articuler, de mettre en présence la matière cire et l'eau. Et du coup, il y a eu ces grandes coupes. Là, aujourd'hui, il y a des objets plus petits. Je ne sais pas si c'est pas en fait ça qui s'appelle le poi-puff. Le poi-puff, en fait, c'est le site où elles sont installées. D'accord. Et le poi-puff, c'est un clin d'œil, encore une fois, au poi-poidrome de Robert Filiou et de Joachim Pfeuffer, qui, dans leur poi-poidrome, qui était un bâtiment qui, dans leur idée, ce qu'ils imaginaient, était un bâtiment qui aurait fait 24 mètres de côté, et dans lequel il y a comme un parcours initiatique, il y a plusieurs pièces. Donc c'est très conceptuel, il y a le pré-poi-poi, il y a l'anti-poi-poi, le post-poi-poi, la poi-poi-tech. Et au centre, il y a le poi-puff avec un œuf au centre, comme présence de l'idée d'origine. D'accord. Voilà, donc nous, c'est vrai qu'avec ce travail qui a été fait par Véronique et Anna, il se trouve que par hasard, ce travail de cire évoque quand même la forme de l'œuf. Donc on s'est dit qu'il y avait là aussi un lien avec la graine. Avec la graine, la genèse, etc. Exactement. Ouais. Y compris l'embouchure d'un affluent. Voilà. Qui était donc en soi, je ne sais pas quel est le nom, il n'y a pas de nom qui a été choisi, mais le lieu où on va les déposer, on peut, en clin d'œil à Robert Filiou, déposer le mot poi-puff. Super. Voilà.
C'est plutôt un lieu, le Poi Puff, qu'un objet. Et en c'est soi. donc le lieu ultime auquel on accède une fois qu'on est passé par le bateau qui sert d'accueil, je vais y arriver, de Susanna, le vaisseau temporel. Voilà, le vaisseau temporel. Puis ensuite, il y a tout un parcours qui va nous amener à un deuxième quai où on va trouver la cabane avec l'expérience sonore. Puis après, le jardin ruderal et la barge. Et ensuite, le pédalo pour aller jusqu'au Poi Puff. En gros, c'est ça les étapes du Poi-Poi-drome flottant. Le Poi-Poi-drome flottant, ce 10 juillet, ce qu'on présente, c'est pas vraiment le vrai Poi-Poi-drome flottant. On est encore dans une phase de réflexion pour savoir, mais de réflexion en action, c'est-à-dire qu'on réfléchit en faisant. Pour savoir qu'est-ce que ça pourrait être plus tard, ce bateau, entre guillemets, parce que un bateau, ça peut être plein de formes différentes. Mais qu'est-ce que ça sera plus tard, ce Poi-Poi-drome flottant, un endroit où on peut à la fois faire advenir de la connaissance, comprendre la rivière, à la fois partager des choses avec des publics. Ça peut prendre plein de formes différentes. Donc aujourd'hui, avant de concevoir ça de façon théorique, l'idée, c'est de faire un premier test à l'échelle 1, donc c'est une espèce de prototype. Et ce prototype, donc Susanna Velasco, qui est architecte, a réfléchi et a proposé l'idée de travailler sur une forme de flottille, c'est-à-dire plusieurs bateaux, plusieurs choses qui flottent et qui permettent de proposer en fait plusieurs façons d'être en relation avec la rivière. Donc une forme hétérogène. Moi j'aime bien aussi le mot protéiforme. Parce que dans le mot protéiforme, il y a la racine proté. On y reviendra après. Et cette flottille, en fait, elle est un peu disséminée sur une zone qui fait presque 200 mètres. Oui. Entre le vaisseau temporel, le ponton des pêcheurs, où là il y a encore plein de bateaux, et l'embouchure du Boudouissou, où là on retrouve quelque chose de plus immatériel avec le Poi Puff, des choses qui évoquent... On retrouve l'idée de parcours qu'il y avait dans le Poi-Poi-drome. Exactement, oui. Proposé par Filio et Pfeiffer, qui s'appelait un espace-temps réel, c'est ça? Prototype à espace-temps réel. Prototype à espace-temps réel. Ils en ont fait plusieurs. Et il y en a un qui a été activé, il y en a eu un pour la Documenta de 72, où ils ont présenté le Poi-Poi-drome. En 75, je n'ai pas révisé mes dates, mais je pense qu'en 75, ils en ont présenté une occurrence dans le cadre d'une exposition à Bruxelles. Et en 76, à Budapest, en Hongrie, à l'invitation du Club des jeunes créateurs. Et ensuite, il y a eu d'autres évocations, mais celles-là sont assez... on est dans les années 70, je trouve qu'elles sont intéressantes parce qu'on est assez proche de l'intention initiale. Bon, après, une intention, ça évolue, mais les documents qu'on a de ces expérimentations-là, elles sont très intéressantes. Oui, sur ce qu'était le Poi-Poi-drome et ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, pour pas être dans juste un copier-coller, mais pour voir comment la pensée de Filiou, ce que nous a transmis le Poi-Poi-drome, peut nous aider à penser cette question de la relation. Et comme le disait Anna, voilà, moi je trouve que là où on rejoint les questions d'écosophie, sur lesquelles Anna travaille, c'est que voilà, pour rappel, l'écosophie, c'est l'articulation de 3 écologies. L'écologie mentale, donc ce qui est à l'intérieur de nous, notre intimité, notre subjectivité, ce qui relève de l'imaginaire peut-être aussi. La deuxième écologie, c'est l'écologie sociale, c'est donc toutes les relations qu'il y a entre nous. Et la troisième, c'est l'écologie environnementale, c'est-à-dire nos relations avec tout ce qu'il y a, pas seulement entre humains, mais avec tout notre, moi j'aime bien dire, le milieu de vie. Et Filiou, dans le Poi-Poi-drome, et Pfeiffer, quand ils en parlent dans les années 70, ils parlent d'un bâtiment dédié à la création permanente et d'un bâtiment, de quelque chose qui est dédié à la relation fonctionnelle, à la communication, à la rencontre. Et on sait que la relation fonctionnelle, dans le champ de la botanique, c'est le fait que différents éléments vivants ont besoin des autres pour pouvoir faire leur cycle de vie. Et ce mot est utilisé par exemple pour la truffe. C'est que la truffe, elle a besoin de la présence d'un chêne, elle a besoin qu'un sanglier vienne gratter la terre, pour synthétiser un petit peu. Mais tous ces éléments, le champignon truffe, la terre, l'arbre, l'animal, il faut que tout ça soit là, qu'il y ait une sorte de symbiose pour qu'elle puisse se développer. Mais nous, on est pareil en fait. Nous, humains, on a besoin de toute cette symbiose autour de nous et on a tendance à l'oublier. Et l'écosophie, elle nous permet de retrouver ça. C'est pour ça aussi que tu rattaches le Poi-Poi-drome flottant à la mésologie. Exactement. Parce que
Et que tu proposes on va dire cette activation aujourd'hui sur le Lot parce que c'est aussi un territoire dont tu es issu, où tu as grandi. Tu as déjà une relation avec les habitants, les lieux, la rivière. Tu peux nous en dire quelques mots de ta relation à la rivière? Alors oui, alors pour moi moi j'ai grandi, donc je suis née en Lot-et-Garonne, mais à une demi-heure du Lot. Enfin, je suis pas née, j'ai grandi à une demi-heure. Ce qui veut dire que là où j'ai grandi, en fait, le Lot, il est assez loin. Et quand on va dans les villes qui sont des villes comme Villeneuve-sur-Lot ou Fumel, qui sont des villes qui bordent le Lot, en fait, on y va pour des raisons d'achat, de courses, etc. Mais on n'y va jamais pour se baigner, pour pêcher, enfin, pas dans ma famille en tout cas. Moi, je n'avais pas du tout cette culture de la rivière. Et c'est par les projets artistiques que je suis venue à découvrir aussi, en travaillant avec le projet Bardot. Et en travaillant, donc c'était en 2018-2019, en travaillant avec le SMAV Lot 47, que j'ai découvert en fait le Lot. Mais pris conscience que le Lot, en fait, il est ici. Mais en fait, le Lot, c'est pas une rivière, c'est pas juste un cours d'eau entre deux rives. Une rivière, c'est un bassin versant, c'est-à-dire que elle est alimentée par tout un ensemble d'affluents. Donc en fait, on est dans quelque chose qui est bien plus large. Et donc là où je vis, il y a des sources, il y a des petites rivières qui... tu avais déjà oui. Des habitudes, quoi. Mais oui, c'est ça. Et là, c'est drôle. Là, en parlant avec toi, je me souviens que gamine, petite, moins de 10 ans, j'allais très souvent marcher dans la rivière, à côté de chez moi. Il y a une source où j'allais très souvent jouer aussi. Et ramasser des plantes au printemps, des primes verts qu'on allait mettre en pot à la maison, prélever des herbes sauvages, des plantes sauvages comme ça. Donc oui, ces rivières, elles sont présentes, mais moins ou plus grosses. Et donc c'est aujourd'hui que je redécouvre tout ça et que j'y travaille. Oui, et je pense que cette expérience des petites rivières, parce qu'on a un lien intimiste, moi je pratiquais aussi d'autres cours d'eau dans mon enfance, puis plus tard. Et c'est vrai que quand on est dans un endroit où il n'y a personne que nous et la rivière, on développe une relation qui est plus intime. Et c'est vrai que quand on arrive après sur le Lot et qu'on voit les gens qui font du canoë, qui crient, qui courent sur les plages, et encore ils se baignent assez peu, on sent que ce lien intimiste, il est perdu avec la rivière, où il est à retravailler, à réactualiser, parce qu'il y a vraiment un déficit. Comme tu dis, maintenant, souvent, ces grandes rivières, elles sont consommées au travers d'activités. Donc ici, ce qui me semble intéressant avec ce premier prototype du polyhydrome flottant, c'est que c'est un dispositif qui propose d'autres activités autour de l'eau, ou une autre approche de la notion d'activité qui est beaucoup plus liée à l'expérience esthétique, me semble-t-il, puisque tu es plasticienne. Il y a Véronique qui est aussi plasticienne, Susanna et Joséphina sont architectes. Voilà, donc... Tu as tout à fait raison, c'est vrai. Moi, ce que je trouve incroyable et toujours vraiment émouvant, mais très enthousiasmant aussi, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui continuent à avoir un lien très intime avec la rivière. C'est-à-dire qu'il y a une communauté de pêcheurs, par exemple. Et eux, ils connaissent très bien la rivière. Et nous, on n'a rien à leur apprendre. Cependant, et donc il y a déjà quand même des gens qui ont cette relation avec la rivière. Ça, faut pas l'oublier. Mais ce qui est ce que tu dis très enthousiasmant, c'est que dans le processus pour faire advenir, pour mettre en œuvre le polyhydrome flottant, et en particulier ce prototype-là, on a eu besoin de gens en fait. La première chose qu'on a faite sur le conseil du maire de Saint-Sylvestre, il nous a dit, puisque pour votre polyhydrome flottant, puisque pour votre prototype, vous voulez utiliser des bateaux qui existent déjà, ou des embarcations ou des barques qui existent déjà, peut-être que vous devriez aller voir une entreprise qui s'appelle Villeneuve Marine, qui fait de la rénovation de bateaux, location, etc. On va voir ce monsieur, et là, on lui demande s'il y a des choses qu'on pourrait utiliser, il nous en présente, et de fil en aiguille, en fait, c'est quelqu'un qui connaît hyper bien la rivière, qui nous a expliqué plein de choses, qui nous aide, qui nous donne un coup de main énorme pour le montage du vaisseau temporel, qui nous a accompagnés aussi sur la rivière. Par ailleurs, on a eu besoin, on est allé rencontrer des gens qui fréquentent la rivière quotidiennement, donc des pêcheurs, pour leur demander de l'aide pour déplacer un truc en bateau, etc. Et donc par les besoins qu'on a, en fait, c'est pas en les étudiant, mais par nos propres besoins, on va demander de l'aide à ces gens, et en demandant de l'aide, en fait, on apprend un tas de choses. C'est en travaillant finalement qu'on découvre et qu'on apprend.
Et ça, je trouve aussi qu'il y a du désir du côté des usagers de participer à une autre approche du lot. Tout à fait. En fait, je pense que les gens, en général, comme le monsieur Marc Dupuis, le patron de Villeneuve-Marine, en fait, en général, c'est des gens qui sont passionnés par la rivière, par le Lot, et de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont passionnées, ben, du coup, ça crée une amitié. Enfin, une amitié. C'est une sorte d'amitié. Et du coup, il y a une entraide qui est possible. On en a beaucoup parlé hier, c'est intéressant cette question, parce qu'il voit bien qu'en fait, il n'a pas les codes pour comprendre tout ce qu'on fait. Mais en fait, c'est comme moi je disais, c'est comme le foot. On n'a pas les règles, en fait, c'est juste de les apprendre. Après, mais on se rend compte, moi je ne connais pas très bien ce qu'il fait non plus, je n'ai pas les codes de son métier, mais en se fréquentant, mais en fait, on apprend à se connaître aussi et à découvrir ce que font les autres. Donc ça crée aussi, je trouve que ce qui est important, c'est que ça crée aussi de la rencontre entre des gens qui ne se seraient pas fréquentés, qui ne se seraient pas croisés. Et c'est pas qu'on va faire plus de choses ensemble, mais au moins je sais que là, les gens ils font ça. Ce qui me paraît, je trouve assez enrichissant, c'est que même dans le projet c'est lié aussi au projet des géorgiques, c'est que en fait autour d'un site ou d'un lieu précis, déterminé, qui est le Lot, ça va être l'occasion de créer des relations entre des personnes qui appartiennent au champ artistique, d'autres qui appartiennent au champ de la technique, parce que pour faire des bateaux, il faut quand même avoir un savoir-faire technique. Et puis aussi des personnes qui appartiennent plutôt au domaine scientifique, tout ce qui est en rapport avec la biologie des milieux, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est très enrichissant et ça montre aussi, je pense, que tout le monde peut avoir sa place dans un nouveau genre de relation. Ça me paraît important. Tu veux dire quelque chose, Anna ? Non, je suis d'accord et on en parlait hier soir parce que en fait, c'est assez... Tu vois, on parle pour dimanche d'essayer... Enfin, on va essayer de rencontrer des gens et de partager ce qu'est notre travail. Mais en fait, de manière très naturelle, dans tout le long du travail, ça se fait très facilement, en fait. Et on en parlait hier soir parce que on est sur la pénichette de Bertrand, qui était avec nous hier soir et qui est très content de partager et nous on est très contents aussi, mais c'est très facile, quoi. Et donc quand on réfléchit à comment faire pour dimanche et où on essaye de mettre en place des choses et en fait je sais pas, ça m'a fait juste penser que dans le travail sur la longue durée, ça se fait sans même y penser, ça se fait très, très intuitivement et c'est facile et les gens sont ouverts à la rencontre aussi. Et donc d'essayer de le reproduire en une journée, c'est ça qu'on essaye de faire. Mais je sais pas, ce sera sûrement des relations différentes que ça va créer. Mais... il y a plein de gens qu'on a rencontrés qui vont venir nous voir, donc c'est comme un prolongement. En fait. C'est aussi une aventure, en fait, ce projet, c'est-à-dire c'est des rencontres, des moments, et tout n'est pas visible, en fait, mais tout marque chaque personne. Enfin, on sent que chacun est marqué par le projet d'une manière ou d'une autre, en fonction de son intervention. Je voulais juste ajouter une petite chose par rapport à ce qu'on évoquait juste avant. Il y a une chose aussi qu'il faut... aujourd'hui, on est dans un monde on sait qu'on a traversé la période du Covid, que les relations sociales elles ont été très abîmées, que les gens, il y a des choses comme ça qui sont aussi difficiles pour la société, et que un projet comme ça va pas tout réparer, mais à son endroit, même modestement, ça refait du lien, ça refait de la rencontre, ça refait que des gens, en fait, ils se regardent pas en chien de fusil, mais ils disent ah oui, les artistes ils font ça, c'est bizarre, mais c'est pas grave, on le respecte. Ça, c'est hyper important. Il s'agit pas que tout le monde qu'on soit dans un truc lisse et que tout le monde fasse la même chose et soit d'accord, mais il s'agit juste qu'on ait connaissance que les autres ils font ça, mais que c'est pas grave. C'est pas grave, j'espère. Et qu'il y ait de la tolérance entre chacun.